Bonjour, j'espère que vous me voyez bien. On va démarrer. Je te vois bien. Super, ça marche. Nous allons démarrer. Bienvenue à cette section. Nous allons démarrer. Là, je vais faire un petit truc rapidement. Mettre en évidence. Bonjour Pauline, bonjour Christian. Il y a Christian, Pauline et Christian qui sont connectés. Je pense que les gens ont reçu le rappel. Ils vont se connecter tous d'un moment à un autre. Super. Donc là, je veux... Voilà. Je pense que c'est bon là. D'accord, nous allons démarrer. Je voulais aussi dire que nous faisons aussi, on dit quoi? Nous, voilà. Bonjour et bienvenue à cette section. Il faut préciser que c'est notre 13e talk CHO de l'année. Et bienvenue à tous. J'espère que vous me recevez tous. Voilà, ouais. Bienvenue à ce talk show. Et c'est, comme on le dit, c'est simplement le talk CHO parce que dans l'optique de promouvoir ce monsieur de Chief Happiness Officer ou bien consultant qualité de vie au travail, je l'appelle simplement le talk CHO pour simplement dire ce talk pour apporter un peu plus de bienveillance, apporter une meilleure qualité de vie en équipe, partager des tips pour partager quelques clés aux collaborateurs, aux équipes pour réussir ensemble. Donc, voilà. Eric, j'espère que tu vas bien, pas très fatigué. Nous étions bien ensemble le matin, nous sommes encore ensemble, c'était un plaisir. Donc, je vais un peu observer pour voir combien de participants déjà. Et il faut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées via le Facebook. Donc, Eric Baudet, Saint-Tige, Christian. Donc, nous allons donner les 14h54 ici. Nous allons encore donner 10 minutes. Mais sinon, entre-temps, hein, tu peux nous entretenir sur ton expérience, Eric, pour que nous ne restons pas là à nos FM. Vous êtes bien à Régine Pro Consulting. Moi, je suis Régine Love Moukete. Je suis consultante qualité de vie au travail. J'adore parler de la qualité de vie au travail. J'accompagne les entreprises pour mettre en place des outils pour améliorer. Et il faut dire que dans toutes les entreprises d'office, il y a un certain niveau de qualité de vie, mais qui peut être favorable, propice à la performance. D'un autre côté, j'accompagne aussi les entreprises à mettre sur pied un accompagnement sur la santé au travail, particulièrement les risques psychosociaux. Je suis en même temps formatrice Chief Happiness Officer. Donc, si vous voulez être cette belle personne, ce magnifique profil qui va veiller au quotidien à distiller le bien-être, à accompagner aussi votre entreprise, à être ce profil qui accompagne l'entreprise à mettre sur pied des outils, qualité de vie au travail. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes simplement situés à Abidjan. Mais sinon, aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Hein. Il n'y a plus de limite entre les pays, entre les continents. Vous pouvez nous retrouver dans les réseaux sociaux, notre site internet, c'est reginepro.consulting.com et nous sommes très actifs sur LinkedIn comme sur Facebook. Donc, voilà qui je suis.
Merci d'être là. Merci de prendre part à ce talk qui est très important, un thème très important. Très important. Pourquoi? Parce que nous recevons tellement de sollicitudes des collaborateurs qui se plaignent de leur manager. Et c'est à tous les niveaux, hein, parce qu'un manager peut aussi avoir un manager plus un. Tellement les gens se plaignent, mon manager, il aime, il est inhumain, il est impossible, il râle, il crie. Et nous avons trouvé important d'essayer de partager avec vous cette notion de bienveillance. C'est quoi la bienveillance et pourquoi certains ont peur de la bienveillance un peu. Et surtout, c'est pas de faire de la bienveillance pour la faire, mais de la bienveillance sans complaisance parce que ce sont des mots qui sont bien différents. Bienveillance ne veut pas dire être complaisant ou bien faire du favoritisme. Donc voilà, nous avons pour cela Éric Baudet, il est conférencier, il va se présenter. Nous avons Éric qui est là et qui se donnera un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas de lui poser toutes vos questions parce que c'est, comment on appelle ça, c'est un musée. Éric, c'est un musée d'expérience. Donc, n'hésitez pas comme il dit, de le pousser dans ses retranchements. N'hésitez pas à tirer, poser vos questions. Et comme on le dit, il n'y a pas de questions qui soient bêtes. Toutes les questions ont leur place. Donc, voilà, Eric, il est là. Nous nous donnons 2 minutes. Le temps qu'il se présente, il va d'abord un peu nous dire une ou deux choses de son expérience. Et à 15h05, heure Abidjan, nous allons démarrer parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Donc, nous ne voulons pas beaucoup prendre un grand retard et après, Eric est fatigué. Nous sommes ensemble depuis le matin, je veux déjà vous le préciser et il faut un peu aller dessus. Donc, merci Eric. Voilà. Merci à toi. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends très bien. Ok, d'accord. Tu vois le partage de mon écran? Oui, Voilà. ouais, je vois bien. Alors, bonjour, moi je m'appelle Éric Baudet, je suis français, je suis basé à Nice, j'ai 60 ans aujourd'hui, enfin je suis un petit peu plus de 60 ans. J'ai plus de 30 ans d'expérience en entreprise où j'ai été dans des toutes petites entreprises et puis j'étais dans des groupes internationaux avec plus de 32 000 employés, donc j'ai fait de tout. J'ai fait beaucoup de métiers, j'ai fait du marketing, de la vente, du management, j'ai fait de la prescription, j'ai fait de la formation, bien sûr. Enfin, j'ai fait pas mal de choses en entreprise. Et depuis 12 ans maintenant, j'ai mon entreprise et je m'occupe de tout ce qui est les ressources humaines et j'aime bien tout ce qui est aussi collectif, le collectif voilà, dans les équipes. Je me suis formé auprès d'un grand bonhomme en France, au niveau international, qui s'appelle Robert Dilts, D-I-L-T-S, et j'ai été formé 3 ans avec lui, puis après j'ai accompagné 2 ans. Et c'est là que j'ai eu un petit peu de coup de chance, parce que d'habitude, il a beaucoup de monde autour de lui. Et là, on était une petite poignée. Et j'ai pu, pendant 2 ans, lui poser toutes les questions possibles et inimaginables. Robert Dilts, c'est le numéro 1 au niveau de la PNL aujourd'hui dans le monde. Si ce n'est pas le numéro 1, c'est le numéro 1, le numéro 2. Et il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit beaucoup de choses, donc vous pouvez aussi vous rapprocher de lui. Quoi dire d'autre aussi? Voilà, j'ai écrit aussi un livre sur les groupes de mastermind, qui est un processus d'intelligence collective. Et une chose aussi, mes valeurs, qu'important de partager ces valeurs quand on partage aussi ces moments de ressources humaines, qui est la simplicité, le soutien, la parité, la fiabilité, l'authenticité, qui est très important, on va le voir aujourd'hui. J'en parlerai peut-être, mais l'authenticité, c'est vraiment quelque chose. Et incarner. Incarner aussi, c'est important, notamment dans la bienveillance, et dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Donc, incarner, c'est aussi très important. Vous avez mes coordonnées. Vous pouvez me joindre très facilement sur LinkedIn. Vous tapez Éric Baudet, Atchance Collective ou Nice, vous allez voir, vous allez me trouver très facilement. Voilà. Vous avez aussi, ça c'est quelque chose que c'est pratiquement 2 mois de boulot à temps plein. J'ai fait une formation complètement gratuite sur la communication. Donc, si ça vous intéresse, vous allez comprendre plein de choses en termes
en termes de communication, de relations interpersonnelles entre vous, vos conjoints, votre famille, votre frère, votre sœur, mais aussi vos clients, et aussi les managers. Donc, si vous êtes manager, si vous souhaitez devenir manager ou si vous avez un manager, tout cela peut vous intéresser et c'est totalement gratuit. Voilà. Et aujourd'hui, le cap des 36 000 vues est passé, peut-être 37 000, je ne compte plus. Et il y a aussi plein de projets en développement, puisque j'ai d'autres playlists, notamment sur qu'est-ce qu'est la confiance, c'est quoi une valeur, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vous avez pas mal de choses que vous pouvez utiliser aussi, vous, pour votre développement personnel, professionnel. Voilà, à titre surtout professionnel, mais vous pouvez aussi l'utiliser à titre personnel. Alors, il est 17 heures. Est-ce que je commence? J'attends 5 minutes. Moi, j'ai bien commencé à l'heure. Moi, je suis chaud bouillant, comme on dit. Et puis, on va favoriser les gens qui sont présents plutôt que les absents. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, nous devions normalement commencer à 15 heures. Je t'inviterai à nous donner encore 5 minutes, juste 5 minutes, Ouais. le temps de te représenter, le temps de faire un peu ton Alors, petit tour. Voilà. alors, Et d'aller un peu au-delà de ce que tu fais, peut-être de dire encore si tu as oublié une ou deux choses, le temps que… moi, tout à l'heure, on a parlé de vision. Moi, si je pouvais me présenter, qu'est-ce que je fais en fin de compte, mon métier? Mon métier, c'est de propulser les managers, les entrepreneurs à d'autres niveaux de performance dans la sérénité. Donc, on est dans la qualité du travail, la relation, on est dans ces choses-là afin qu'ils s'épanouissent. Voilà. Moi, mon but ultime, on va dire, c'est l'épanouissement des personnes dans le monde professionnel. Les gens qui veulent faire du développement personnel, j'ai arrêté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise, c'est du développement personnel dans l'entreprise et que ça soit un petit groupe, une société, une organisation complète. C'est de reprendre des fondamentaux qu'on a souvent oubliés, d'y mettre beaucoup de modernité et justement de revoir des choses qui ne vont pas. Parce que souvent, quand dans une entreprise, une organisation, il y a quelque chose qui ne va pas, on va chercher des nouvelles choses et tout, et on oublie des choses simples. C'est un peu comme si on oubliait de dire bonjour quand on va rentrer un client, on oublie de dire bonjour. C'est d'un fondamental que beaucoup de gens, donc au lieu d'essayer de faire des techniques de vente compliquées, c'est de revenir à l'essentiel, dire bonjour, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi, enfin des choses simples. Et on s'aperçoit qu'en venant à des choses simples, il y a des choses qui marchent. Donc, je suis revenu sur des fondamentaux, j'ai modélisé des choses que personne n'avait modélisées pour voir comment marche une équipe. Et souvent, on me dit, ouais, non, mais une équipe, c'est tellement complexe, il n'y a pas de modèle, c'est pas possible. Et quand on prend une équipe le matin qu'on ne connaît pas et que le midi, on commence à voir ce que souvent des gens appellent de la magie, il n'y a rien de magique là-dedans, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas un gourou. C'est des choses qui ont été observées, modélisées, et quand vous les mettez l'une derrière l'autre, dans un ordre bien précis, sans d'en oublier un, il y a des choses qui se passent dans les équipes et qui sont, pour certains, qui paraissent magiques. Ce n'est pas du tout magique. Donc, ça fait 12 ans que je travaille sur ça, parce que quand j'étais peut-être à votre place, en tant que manager, et des fois, je faisais des trucs qui se passaient super bien, mais je ne savais pas pourquoi. Puis des fois, je faisais des trucs qui se passaient super mal, mais je ne savais toujours pas pourquoi. Donc, dans les deux cas, j'étais frustré. Et donc, quand je me suis mis à mon compte, j'ai essayé de trouver ces réponses-là, et je les ai trouvées. Et maintenant, je sais pourquoi ça marche dans un cas, pourquoi ça ne marche pas. Alors maintenant, je sais pourquoi ça marche, donc je fais toujours tout pour que ça marche. Et quand je forme des fois les gens, des fois ils disent oh, mais ça, c'est pas important. Et c'est une petite chose, et ils ne font pas, parce qu'ils estiment que ce n'est pas important. Et quand ils ne font pas, ils s'aperçoivent que le résultat n'est pas à la hauteur. Donc, ils disent, ah ouais, je comprends pourquoi cette petite chose-là qui ne me semblait pas importante est très importante pour la réussite d'un groupe, d'un projet, parce qu'on peut parler d'un groupe, d'un projet, et notamment dans le résultat final de toute une organisation. La communication est un des piliers, la communication, la confiance, le cadre, on va en parler. Voilà, il y a plein de petites choses qu'il faut faire avant d'aller à la tâche. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans la relation, dans la qualité de la relation, de la qualité de l'interaction qui est important. Et je dis souvent, prenons du temps de la relation, sur la qualité de la relation, sur la qualité de la relation, pour justement avoir la qualité dans la production, donc dans le résultat.
Et souvent, la qualité de vie au travail est perçue un peu et une mauvaise perception parce qu'on pense que faire de la qualité, c'est d'apporter des baby-foot, de faire des massages. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est juste des moyens. La qualité, c'est comment communiquer, notamment comment communiquer, comment utiliser l'homme de la bonne manière, sans le presser, sans lui mettre de la pression, pour qu'il soit dans la bonne situation. Hein, c'est comme si je vous disais conduire une Ferrari et je vous enlève le siège, ben vous allez me dire c'est pas possible. Donc il faut avoir des bonnes conditions de travail, et la bonne condition de travail, souvent on met les choses sur l'environnement. On met, je sais pas, des baby-foot, on met une chaise, on met des beaux locaux, mais on oublie, on met des choses qui sont visibles et on ne s'occupe pas de l'invisible. Et l'invisible aujourd'hui, une vision, des valeurs, le sentiment d'appartenance, la culture d'entreprise, c'est des choses qui sont invisibles, ça. Et c'est là-dessus qu'on peut bâtir de la qualité de vie au travail et fidéliser l'ensemble de ses salariés. C'est ça qui est important, fidéliser l'ensemble des salariés. Et quand on fidélise l'ensemble des salariés, on fidélise des clients. Ah, on peut parler de business aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, je sais que quand j'arrive dans une entreprise, je sens, je me dis, ça a l'air d'être sympa ici de travailler. Puis il y a des fois, je rentre dans les entreprises, je dis, oh là, ça va pas être toujours rigolo de travailler là-dedans. Et quand on rentre dans une entreprise et puis qu'on voit les gens qui sont heureux, qui sont contents, on se dit, tiens, la qualité de vie au travail est bonne, la qualité de vie des produits est bonne, la qualité de vie du service après-vente est bonne. En fin de compte, ça rayonne, ça transperce sur l'ensemble des services. Et ça on appelle de la systémie. Quand il y a quelque chose qui est bien quelque part, c'est un peu comme je vais reprendre une métaphore d'un de mes confrères, c'est la métaphore du thé. C'est quand quelque chose est bien, c'est comme un sac de thé que vous mettez dans l'eau, il se diffuse dans toute l'organisation. Voilà. La qualité de vie au travail, c'est ça. C'est quand vous prenez ce sac de thé qui est la qualité de vie au travail, vous la mettez dans votre organisation, elle va amener de la qualité dans tout niveau de votre organisation. Et ça, c'est très, 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 très important. Et là-dedans, on trouve souvent, parce qu'aujourd'hui, on a encore pas mal de choses, des managers qui sont, on va dire, du côté de la force, et puis d'autres qui sont du côté obscur, voilà, si je peux faire un petit peu d'humour. Et comment on va faire avec des managers qui sont obscurs. Voilà, c'est le système d'aujourd'hui, et justement, ne quittez pas parce qu'on va en parler de ça. Voilà. Et préparez surtout vos questions. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense que Eric a très bien présenté ce sujet qui nous passionne et qui nous lie beaucoup sur la qualité de vie au travail. Vous l'avez très bien suivi. Donc, si vous avez quelques petites appréhensions, contrairement à beaucoup qui disent qu'ils ne perçoivent pas, je lis tellement de choses sur la qualité de vie au travail. Mais ce n'est pas grave parce qu'on comprend juste qu'ils ne prennent pas le temps de pousser un peu plus loin pour comprendre réellement c'est quoi cet outil. Moi, je l'appelle, c'est un puissant outil, cet outil de qualité de vie au travail. Mais la question que je me pose très souvent, c'est pourquoi nous avons du mal avec le fait que les gens se sentent bien au travail? Parce qu'en fait, c'est ça le défi, en fait. On a du mal avec le fait que les gens se sentent bien. On aime voir des gens stressés, frustrés, pourris, sortis, monter, descendre, avoir toujours l'impression d'être débordés, et on dit, ah ouais, ça, il travaille. Mais est-ce que le fait de travailler de cette manière, ça veut nécessairement dire qu'on est performant, qu'on atteint ses objectifs? C'est la question qu'on se pose, mais les gens ont vraiment du mal. Non, quand moi je vois, je vais simplement en prospection, quand j'ai des rendez-vous, on me dit, oh, tu sais, ton affaire de bienveillance, là, arrête ici, c'est pas des enfants, on n'est pas là pour, oh, arrête ton histoire de qualité de vie ici, c'est le travail, ça doit être dur, il faut foncer, il faut travailler, c'est dur pour gagner de l'argent. Mais pourquoi on assimile toujours la qualité de vie au travail à quelque chose on n'en a pas besoin parce qu'il faut de la force au travail, quoi. Il faut avoir des muscles. Dommage, j'en ai pas, mais il faut avoir des muscles. Dommage, j'en ai pas. Bon, voilà. Merci d'être là et je pense que nous allons commencer parce que le sujet est très intéressant. Le talk d'aujourd'hui, si tu peux repartager ton image, s'il te plaît, le talk d'aujourd'hui, le talk CHO.
C'est un thème, comme je disais, très important. Simplement, comment arriver à challenger le pire des managers, pire entre guillemets, le pire des managers, un manager bienveillant. Pourquoi, comme je le disais au départ, la plupart des collaborateurs, beaucoup de collaborateurs se plaignent de leur manager. Mon manager, mon collaborateur aussi, hein, parce que le manager, c'est d'abord un collaborateur avant d'être un manager. Il se plaint, j'ai un manager qui est inhumain, j'ai un manager qui râle, qui crie, qui nous infantilise. Nous avons tout essayé, mais nous n'y arrivons pas. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, vous aurez des clés pour arriver à challenger le manager que vous ne pouvez même pas imaginer à celui que vous souhaitez aussi avoir au quotidien. Parce que c'est vice-versa. Autant lui souhaite travailler avec, autant vos managers souhaitent travailler avec un certain super profil de collaborateurs, autant vous aussi, les collaborateurs, vous souhaitez travailler avec un super profil de manager. Et aujourd'hui, ensemble avec Eric, nous allons essayer de partager quelques clés, mais l'objectif ici, c'est que ce soit assez interactif. Nous aimons l'interaction. Quelles sont vos situations? Qu'est-ce que vous vivez? Et nous allons vous apporter des clés selon notre expérience et selon l'expérience que nous voyons aussi dans d'autres entreprises, comment ça se fait ailleurs. Donc, c'est ça l'objectif, en fait. Nous ne disons pas que ce que nous faisons, ce que nous vous disons, c'est du copier-coller, en fait. Après, il faut savoir personnaliser les choses, avoir un certain environnement et un certain lead aussi. Donc, voilà, nous allons commencer. Comment réussir à challenger le pire des managers, un manager bienveillant? Voilà, c'est parti, Eric, nous te suivons. Merci. Alors, j'ai déjà commencé, tiens, par une question toute bête, hein, parce que c'est une question que souvent, voilà, vous êtes là, vous, hein, alors, je vais peut-être prendre un petit peu plus noir, voilà, vous êtes là. Quels sont, imaginons que vous êtes manager, quelles sont les personnes que vous devez manager? Allez, prenez le micro, ouvrez, je ne sais pas s'il y a un chat. Voilà, vous êtes là. Quelles sont aujourd'hui les personnes que vous devez manager? Ça peut même marcher pour la famille. Hein. Donc, ça peut marcher, hein, quand on parle d'équipe professionnelle, personnelle, ça marche aussi. Mais d'après vous, qui on peut manager? Allez-y. Si je vous laisse 30 secondes, mettez. Il n'y a pas de piège, hein, je ne suis pas là pour piéger les gens. Hein, ça, c'est important. Hein, qui on doit. Voilà. Donc là, c'est vous ou c'est moi, peu importe. Voilà. Quels sont les types de personnes que vous pouvez manager? On va se mettre dans le cas de l'entreprise. Hein, restons dans le cas de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent partager? N'hésitez pas à d'ouvrir vos micros, hein, mais juste, il faut les refermer après pour éviter des interférences, s'il vous plaît. Donc, ou alors vous écrivez dans le chat et puis on aura le temps, le chat, les commentaires, on peut relire vos questions. Donc, voilà la question que vous êtes posée. Quel est le style de profil, le style de personne que vous souhaiteriez manager, en fait? Que vous managez, je crois, c'est ça. Voilà. Voilà, quand tu manages, enfin, quand tu es dans une entreprise, qui tu dois manager? Quel type de personne? Alors, je vais déjà en faire un. En général, si vous êtes manager, déjà, vous managez les collaborateurs, donc les N-1. Voilà. Celle-là, je pense que vous l'avez tous. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous devez manager? Donc, vous pouvez manager. Pas de choses? Eh bien, vous pouvez aussi manager les gens qui sont au même niveau que vous. Donc, les managers en transverse. Vous pouvez aussi manager vos, et c'est ce qu'on va voir, votre N+1. Mais avant tout, je vais le mettre en couleur, il y a une personne qui est très importante à manager, ben, c'est vous-même. Voilà, ça c'est très important. La première personne à manager, c'est vous. Tout ce qu'on fait dans la communication, dans le management, dans le changement, si vous voulez arriver à avoir du changement, il faut d'abord vous changer vous. Donc, on va voir que pour arriver à manager
comment dire, un manager ici qui n'est pas forcément avec des compétences ou des comportements adaptés, ben la première chose, il va falloir que vous changiez, vous, quelque chose. Alors, la première des choses pour répondre à la situation, voilà, c'est l'état d'esprit. On en a parlé encore ce matin. Souvent, les managers qui sont un petit peu ce qu'on appelle toxiques aussi, hein, des managers toxiques ou des managers qui ne sont pas avec cette bienveillance ou ce naturel de manager d'homme, et bien, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas un bon état d'esprit. Hein. Donc, la première chose, ils sont plus en compétition. Ils voient le danger, ils vous voient comme une menace. Ils voient la personne d'à côté comme une menace. Peut-être l'autre manager qui est dans un autre poste, il va se dire lui il va prendre ma place. Il est stressé parce qu'il va être le premier, donc il pousse les gens à avoir des résultats, donc il est toujours sur les chiffres, il est toujours derrière pour voir s'ils font bien les choses. Il est toujours, dès qu'il y a une petite chose de travers qui est faite, qu'est-ce qu'il fait? Il est là et il crie systématiquement, et il a une chose dans son état d'esprit, c'est qu'il ne fait pas confiance. Donc, il se méfie de tout. Donc, c'est important que pour ces choses-là, l'état d'esprit est important. Donc, si vous êtes dans le même état d'esprit de compétition, ce qui va se passer, c'est que vous, quand vous allez être avec votre haut manager, vous êtes en compétition. Hein? Donc, si vous êtes un de ses collaborateurs, vous allez être aussi un petit peu en mode box, et puis on va se battre. Alors que le but, c'est d'être en collaboration. Donc, si lui est en mode compétition, vous, il faut que vous soyez en mode collaboration. Et je l'ai dit encore ce matin, il ne faut pas se tromper. Les deux sont importants, la compétition et la collaboration. Il ne faut pas se tromper de là où on met notre intention. La collaboration, quand on est dans une équipe, quand on est dans une organisation, tous les gens doivent être en collaboration. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en compétition. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont appris que ça. La compétition, c'est salutaire. Par exemple, quand vous avez un concurrent, là, on peut être en compétition. Mais en interne, on doit être en collaboration. Donc, quand vous allez aller vers un manager qui est toxique, soignez votre état d'esprit. Parce que son état d'esprit va vous aspirer si vous ne faites pas attention. S'il est dans un mauvais état d'esprit, si vous ne faites pas attention, vous allez être aspiré dans ce que moi j'appelle une spirale dégénérative. S'il n'est pas sain, entre parenthèses, il risque de vous zapper. Donc il faut faire attention pour que vous soyez conscient, je pèse mes mots, conscient d'être vraiment dans cet esprit d'ouverture, de collaboration, de soutien et d'aide. Donc, la première chose, c'est l'état d'esprit. De toute façon, de tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour moi le facteur de réussite dans tout ce que je fais. Dès que je commence une nouvelle chose, c'est l'état d'esprit qui est le plus important. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, là, vous allez ramer. Aujourd'hui, réussite, si vous voulez avoir de la performance, vous voyez, toutes ces choses, performance, réussite et efficacité, la première chose, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Donc là, je vous invite à travailler votre état d'esprit. On pourra peut-être faire d'ailleurs un webinaire là-dessus sur qu'est-ce que l'état d'esprit. Soyez dans un esprit de collaboration. Même si lui est dans un esprit de compétition, soyez dans un état d'esprit de collaboration. Ça, c'est pour moi très important. La deuxième, c'est l'intention. Alors, nous, on appelle ça la force de l'intention. Qu'est-ce que l'intention? Ce n'est pas un objectif, puisque ça serait un objectif. L'intention est importante dans tout ce que vous faites, même le matin. Si vous n'avez pas d'intention le matin avec votre travail, vous risquez d'être inefficace. Parce que l'intention focalise l'attention. Donc, si vous voulez augmenter votre concentration, votre performance quelque part, mettez une intention. L'intention, c'est là où vous allez mettre votre énergie. Votre intention focalise l'attention, donc va focaliser toute votre énergie par rapport à une tâche. Et l'intention, quand on a un manager qui n'est pas
qui est toxique, on va faire simple, il va falloir essayer de le changer sans essayer de le changer. C'est un paradoxe. C'est que pour le changer, il va falloir que ce soit vous qui changiez. C'est par votre leadership. On ne peut pas changer un manager, pas du management. Si je reprends un petit peu ce que je disais Einstein disait, je vais essayer de changer maintenant de clavier, Einstein disait qu'on ne peut pas solutionner un problème là où il s'est créé. Donc, si vous avez un problème de management, donc là, c'est un problème de management, je vais peut-être le faire un petit peu plus noir. Voilà. Problème de management, vous ne pouvez pas le régler avec du management. Vous allez pouvoir le régler en faisant du leadership. Parce que le leadership est une posture qui est bien au-dessus d'une fonction qui est une fonction managériale. Leadership, il y en a plein. Hein. Quand vous êtes père ou quand vous êtes maman, quand vous êtes responsable d'une asso, c'est un système de leadership. Et donc, c'est par votre leadership, par votre exemplarité, par votre manière d'être, hein, puisque être, c'est du leadership, management, c'est du savoir-être. Management, ça peut être du savoir-faire ou du savoir. Et bien, pour changer un savoir-faire ou un savoir, il va falloir agir grâce à du savoir-être. Et donc, c'est en changeant votre savoir-être, c'est vous, grâce à changer votre leadership, grâce à incarner votre leadership, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de changer, hein, en incarnant votre leadership sur la fonction du management ou sur le manager. Et ça, c'est changer soi-même. C'est par votre changement que vous changez l'autre. Vous ne pouvez pas changer l'autre. Mais s'il y a quelque chose qui se passe mal entre vous et votre manager, parce qu'il est toxique, mais ce n'est pas forcément que vous, hein, si c'est un état général de partout, c'est de changer quelque chose dans votre comportement, dans votre leadership, dans votre savoir-être, qui va à un moment donné faire changer l'autre. Ça, c'est quelque chose que moi, je vois beaucoup, et c'est quelque chose qui n'est pas évident. On qui dit, tant que l'autre ne change pas, moi, je ne changerai pas. Donc, c'est quelque chose. Et c'est surtout, en plus, là, on peut aller très loin, si vous voulez vraiment être maître de votre destinée, prenez les rênes. N'attendez pas des choses qui viennent de l'extérieur. Et pareil, avec une personne, une situation, soyez proactif. C'est vous qui décidez. Donc, si vous voulez changer le comportement de quelqu'un, c'est à vous de faire quelque chose pour que ça change. Et donc, l'intention, ce n'est pas de le changer, c'est que vous soyez dans la bonne énergie, dans le bon mindset. Et l'intention, c'est que de montrer quelque chose ou de faire quelque chose pour que la personne change. Donc, l'intention est importante. Donc, n'attendez pas que l'autre fasse, parce qu'en général, en plus, il n'en est peut-être pas conscient qu'il est toxique. Parce que souvent, c'est des gens qui sont peut-être des fois colériques, il n'y a personne qui leur dit ou qui ose leur dire. Donc, c'est important. Changez-vous pour changer l'autre. Mais si vous essayez de changer l'autre, ça va être dur. J'ai un exemple. Un jour, j'avais c'est pas tout à fait ça, mais vous allez comprendre le lien. Un jour, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, avec un patron qui voulait que ses commerciaux ne téléphonent plus au volant parce que c'était source d'accident. Et donc, moi, j'arrivais toujours en avance et je me gare sur le parking et puis j'attends. Puis tout d'un coup, je vois une grosse voiture arriver là, avec quelqu'un qui téléphonait au volant. Bon, il prend, il finit son coup de téléphone, il sort, il rentre. Puis bon, 5 minutes avant le rendez-vous, je sors de la voiture, je vois la secrétaire, je dis voilà, j'ai rendez-vous avec monsieur. Est-ce qu'il est là? Oui, on vous attend. Donc je rentre et qu'est-ce que je vois? La personne qui venait d'arriver avec sa grosse voiture.
et qui me dit, bon, alors maintenant, vous allez m'occuper de mes commerciaux, parce que moi, je ne veux plus quitter le téléphone au volant. Ben, je dis, monsieur, je pense que ça ne va pas le faire. Vous savez ce qu'ils vont me dire vos collaborateurs? Ben, la première chose, va dire ça à notre patron, quoi. Parce que si lui téléphone, je ne vois pas pourquoi nous, on ne téléphonerait pas. Et c'est ça. On ne peut pas changer. Si lui, il change, il peut après faire changer ses collaborateurs. Mais s'il ne change pas et qu'il montre le mauvais exemple, il ne pourra pas faire changer les gens ou ils diront oui, montrer l'exemple. Alors, le cadre. Après le mindset, le cadre, il est aussi important. C'est le cadre bienveillance sans complaisance. Qu'est-ce que ça veut dire, la bienveillance sans complaisance? Alors, je reprends mon petit dessin. Parce qu'aujourd'hui, sous le prétexte de la bienveillance, on n'a plus le droit de dire. Parce que dès que vous dites quelque chose, eh ben, quand ça déplaît à une personne, la personne a dit « Eh oh, tu n'es pas bienveillant ». Ça veut dire que là, tu es en train de me chatouiller, et ce que tu es en train de me dire, en fin de compte, ça me dérange. Donc, on sort le parapluie, et le parapluie, on dit la bienveillance. Mais non, la bienveillance, c'est quoi? Ça touche le respect. Vous avez, vous avez une personne. Eric, on vous ne voit avez pas quelque ce que chose à tu dis. lui. Eric, s'il te plaît, je ne sais pas si c'est que tu si tu souhaites qu'on le voit, tu ne nous le partages pas. Hein. On voit pas ce que tu as. Nouveau partage. Ah oui, alors avant qu'on ne sait plus. Est-ce que vous voyez là? Oui, là, nous voyons bien. C'est bon. 5 sur 5, ça alors, marche. Vous avez vous là. Oui, c'est bon. Vous avez une autre personne et vous avez quelque chose à lui dire. Hein? Mais vous avez peur ou lui, il vous dit « Attends, tu n'es pas bienveillant. Hein, » il vous sort l'argument. Et donc, à un moment donné, il y a, aujourd'hui, il y a la bienveillance avec complaisance. C'est-à-dire que pour être bienveillant avec l'autre, on n'ose pas dire ce qu'on a sur le cœur. Donc, entre parenthèses, on pense qu'on respecte l'autre, sauf qu'on ne se respecte pas soi. Donc là, on n'est pas dans la bienveillance. On est peut-être avec de la bienveillance, avec de la complaisance sur l'autre, mais on n'est pas avec de la bienveillance avec soi-même. La bienveillance sans complaisance, c'est de pouvoir dire à l'autre, dans le respect de la relation, ce qu'on a sur le cœur, pour lui dire ce qu'on a sur le cœur tout en le respectant. Et quand on fait ça, là, on se respecte. Le respect, et c'est comme toute chose dans les relations humaines, c'est un équilibre. Il faut qu'il y ait une relation gagnant-gagnant. Si je ne me respecte pas, je suis perdant-gagnant. Et donc, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc, il faut être dans la bienveillance en complaisance, pouvoir dire à l'autre quelque chose qu'on a sur le cœur ou qui nous dérange. Ça peut être un comportement qui nous a dérangé. En général, c'est un comportement qui nous a dérangé. Une réflexion, par exemple, une pensée, qu'on puisse le dire à l'autre. Et à partir de là, on a osé dire ce qu'il fallait dire et donc on se respecte soi-même. Et ça, c'est important. Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? On va y avoir une diminution de notre confiance, de notre estime de soi, de notre affirmation de soi. On va avoir plein de choses qui vont nous dégrader. Donc, faites attention à ça. Quand il y a quelque chose à dire, il faut pouvoir le dire à l'autre. Et après, c'est de le dire avec une certaine manière pour le faire avec respect. Donc, vous respectez l'autre, et après, vous avez dit les choses. Une fois que vous avez dit les choses, c'est à lui, l'autre personne, de faire le chemin. Le but, ce n'est pas de changer, c'est à lui de changer. Donc, vous dites ce que vous avez sur le cœur. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais moi, je ne vois pas. Là, sur
le Zoom, je ne sais pas, je vois sur Facebook, mais sur le Zoom, je ne vois pas ton partage, en fait. Ben, moi, je suis partagé. Moi, je suis partagé. Si, je suis bien partagé. Hein. Écran 1, je suis partagé. Je ne sais pas, est-ce que les gens peuvent me dire, prendre le micro? Pas sur le Zoom, hein, moi, je ne vois pas ton partage. Tu vois quoi comme écran sur le Zoom? C'est toi que je vois. Comme j'étais épinglée comme truc, comme invité, c'est juste toi que je vois, mais je ne vois pas. Attends, je vais arrêter la vidéo. Moi, J'arrête le... moi, je vois. Hein. Ah, vous voyez. ok. Ah, donc c'est Oui, Régis qui ne moi, voit pas. Bon. je vois les dessins. Ah, d'accord. Ok. C'est peut-être parce que tu as plusieurs. Tu es peut-être sur Zoom et puis en même temps sur Facebook, peut-être. Bon. Donc, une fois que vous avez fait cette action-là, vous lui avez dit quelque chose, après, la personne, elle fait pas, comme je dis, c'est son histoire, ce n'est pas la vôtre. Vous avez fait la chose, vous lui avez dit ce qui n'allait pas, vous vous êtes respecté, vous l'avez fait dans la bienveillance sans complaisance. Après, si la personne ne le fait pas, ce n'est pas votre rôle, c'est son rôle à lui. C'est comme vous, votre rôle, c'est d'oser faire ça. Lui, après, c'est d'oser changer. Mais si vous dites, voilà, moi je lui dis, il n'a rien fait, c'est pas votre histoire. Hein. Très important, ça. Hein. C'est quand, à un moment donné, les problèmes des autres, c'est son problème. S'il est toxique, c'est son problème. Donc, à un moment donné, c'est son histoire. Le but, c'est que vous respectiez en disant exactement ce qui se passe, ce qui ne va pas, en le respectant tout autant, et à partir de lui, il prend ça ou il ne prend pas, c'est son problème. Mais vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Et vous êtes dans une relation, ce qu'on appelle d'aide et pas de sauveur, comme j'ai dit encore ce matin. Hein? Parce qu'il y a des gens ici, vous risquez de dire, ah ben attends, d'aller dans son chemin, là, d'aller dans son univers, hein, pour vraiment le changer, pour qu'il change. Hein. Non, non, non. C'est à lui de changer, c'est à lui. Comme vous, c'est vous qui avez changé votre manière de faire, c'est à lui aujourd'hui de changer sa manière de faire, parce que vous ne pouvez pas changer. Gardez bien cette frontière, hein, à ne pas dépasser. Donc, le cadre, il est là. Et c'est important, quand, dans la communication notamment, c'est bien de cadrer. Ça veut dire quoi? Quand Alors, je vais passer à l'autre et je vais vous donner un exemple, parce que l'exemple, il va venir avec l'autre. Donc, le cadre. Le troisième, c'est le feed-forward, c'est le feedback positif orienté à action. C'est-à-dire, imaginez, vous en aurez peut-être un exemple, un manager qui est toxique ou qui est malhonnête ou qui est colérique ou qui vous embête tout le temps. Voilà. C'est de poser le cadre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez préparer quelque chose à lui dire. Alors, le feedback, pour moi, il y a trois choses. C'est d'abord de commencer par quelque chose que vous aimez chez lui, même s'il y a quelque chose, même si vous dites c'est le pire de manager que j'ai eu, il va falloir que vous trouviez quelque chose de très positif à lui dire, toujours, toujours. Après, quelque chose que vous auriez aimé de différent, par exemple, s'il vous a critiqué devant toute l'équipe. Ouais, Régine, tu es vraiment nul, ton boulot, il ne vaut rien. C'est un exemple. Hein. Voilà. Hein? Donc, imaginez que ça vous a déplu. Donc là, c'est de dire quelque chose que vous avez aimé chez lui, et après, quelque chose que vous auriez aimé. Hein? Et là, voilà, j'aurais aimé que cette remontrance ou cette engueulade soit faite dans ton bureau entre quatre yeux. L'air de dire, la prochaine fois, tu ne me le fais pas devant toute l'équipe. Donc, c'est de dire une chose qu'il apprécie, par exemple, j'aime ta franchise, voilà. J'aurais aimé, lors de ta remontrance, que ça soit fait dans ton bureau et non devant toute l'équipe. Donc, vous aimez la franchise,
Et c'est pour ça où son côté direct. Mais par contre, quand il fait quelque chose de négatif, eh bien, vous préférez que cette chose soit faite entre quatre yeux. Et après, il y a une chose, c'est la troisième chose, c'est la piste. La prochaine fois, je t'invite, quand tu as à me dire quelque chose, à me convoquer dans ton bureau et qu'on ferme la porte. Parce que la personne qui a fait peut-être cette remontrance ou qui a fait peut-être une esclandre devant tout le monde n'en est pas conscient. Et les gens disent, mais non, c'est pas possible, il sait quand même, non. Souvent, les gens, quand ils font ce genre de choses, en général, c'est plus des managers colériques, ils ne sont pas conscients de leur comportement. Et souvent, 5 minutes après, ils n'y pensent plus. Par contre, vous y pensez pendant des semaines. Donc ça, c'est important, justement, de se dire, il ne faut pas se dire que le manager sait. Il est conscient de ce qu'il fait. Non. Partez toujours du principe que la personne n'en a pas conscience et de ses comportements. Et c'est pour ça que c'est par votre leadership que vous allez lui d'abord faire prendre conscience, parce que dans le changement, la première chose, c'est de prendre conscience. Si vous n'avez pas conscience que fumer, ça tue, vous fumerez tout le temps, hein, ou de manger des McDo. Je n'ai rien contre McDo, hein, c'est juste des exemples. Donc, tant que vous n'avez pas pris conscience, vous ne changerez pas. Parce que toute décision est faite sur un côté émotionnel, grâce à une émotion. Et tant que l'émotion, elle n'est pas là, l'émotion, c'est la prise de conscience. Quand vous prenez conscience, vous avez une émotion qui vient. Donc, c'est la première étape. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. Parce que quand on prend conscience, on dit, mince, je ne suis pas bien, je suis nul, etc. Il y a le côté négatif qui vient derrière, de jugement. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas bien, en général, quand on prend conscience. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience, on ne peut rien faire. Parce que la décision, toute décision que vous prenez, est issue d'une émotion. Et après, c'est le cerveau qui va essayer d'analyser ça, de mettre vraiment des choses analytiques et pour dire, je fais ça parce que c'est comment dire, c'est mon cerveau qui a décidé. Non, c'est vos émotions qui ont décidé et c'est votre cerveau qui essaye de maintenant de vendre ce qu'il a ressenti pour essayer de vendre la décision. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez qu'une personne change, il faut qu'à un moment donné, elle ait une émotion qui arrive. Il faut qu'elle prenne conscience. Pour prendre conscience, c'est l'émotion. Et pour ça, le feed-forward est très bien. Parce que vous allez lui dire quelque chose dans la bienveillance sans complaisance, ce n'est pas négatif. Hein, là, vous dites, voilà, moi j'aime bien ton côté directif. Donc c'est super intéressant, vous lui faites quelque part un compliment. J'aurais aimé, lorsque tu m'as, alors on ne dit pas tu, lors de la réunion, que la remontrance me concernant soit faite plutôt dans mon bureau et non devant tout le monde. Donc, ce n'est pas dire, ouais, t'es mauvais, t'as vu, tu m'as pris pour un nul devant tout le monde. Non, c'est de dire, voilà, c'est d'être tranquille, dans le respect et d'être très factuel. Et donc, pour la prochaine fois, je t'invite, ou si j'étais toi la prochaine fois, eh ben, chaque fois que tu as quelque chose de négatif à dire à quelqu'un, tu le fais entre quatre yeux et uniquement avec la personne. Et là, la personne, elle va se dire, bah, tiens, c'est la première fois qu'on me le dit. Parce que peut-être que les autres, ils ont peur de lui dire. Et peut-être qu'en lui disant, il va dire, tiens, mes collaborateurs me le disent, mais il y a aussi mon patron qui me l'a dit, ou il y a mon épouse qui me l'a dit, ou il y a mon copain qui me l'a dit, ou il y a mon autre manager qui l'a dit. Et à un moment donné, il va se dire, ah, ouais, c'est peut-être pas faux. Et en plus, comme vous lui avez dit une piste, une manière de faire différemment, il va se dire, tiens, c'est peut-être intéressant. Alors, il ne va peut-être pas vous dire tout de suite comme ça. Il va peut-être il va peut-être grogner et tout. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il va réfléchir. Et à partir de là, il va se dire, tiens, ben ouais, en fin de compte, je peux m'améliorer. Et c'est uniquement par les feedbacks qu'on peut grandir. C'est parce qu'on n'est pas conscient de nos comportements. Donc, c'est pour ça que tous, vous et moi, nous avons besoin de feedback. C'est par le feedback qu'on peut s'améliorer, qu'on peut devenir meilleur. Et quand quelqu'un vous donne un feedback,
la seule chose que vous devez dire, c'est merci. Parce qu'il vous apporte une possibilité d'être meilleur. Alors, il y a feedback et feedback. Hein. Donc, c'est un feedback positif. Donc, dites quelque chose de bien, observez quelque chose de bien, dites-le. Dites quelque chose que vous auriez aimé de voir de différent et surtout donnez-lui une piste. En faisant ça, c'est un feedback assez simple. Vous allez avoir vraiment d'autres choses qui vont se passer. Et c'est pas dire ouais, t'arrêtes de m'engueuler. La prochaine fois que tu m'engueules, tu vas voir. Moi, je vais te donner, je vais te mettre ma main sur la figure et tout. Non, c'est pas ça. C'est de dire une chose qui est bien, une chose que vous auriez aimé voir de différent, et surtout une manière de faire de différente à lui offrir. Voilà. Et ça, c'est le feed forward. Eric? Oui. Eric, on peut déjà permettre, si tu me le permets, s'il te plaît, s'il y a des petites questions, s'il y a des partages si oui, oui. d'expériences, n'hésitez pas, vous pouvez juste, merci déjà de partager ce talk CHO avec nous. Merci pour tous ceux qui sont connectés via le Zoom ou le Facebook. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez écrire vos questions en commentaire ou simplement, pour ceux qui sont sur le Zoom, d'ouvrir votre micro et ce sera un plaisir de vous écouter et d'interagir avec vous par rapport aux défis que vous rencontrez avec vos managers, avec vos collaborateurs sur cet aspect de bienveillance, ainsi de suite. Donc voilà, Eric est là. Oui, oui, je suis toujours là. Je suis là, donc nous vous écoutons. Merci. Merci. Le partage se veut très direct, en fait, quoi. Interaction, nous ne sommes pas là pour, nous ne connaissons pas tout, nous ne connaissons pas comment vous vivez dans vos environnements, donc c'est à vous d'essayer de nous, si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous croyez que vous recherchez des clés par rapport à ce défi, donc n'hésitez pas de nous poser vos challenges, vos défis, ce que vous n'arrivez pas à faire et ce que vous arrivez aussi à faire pour ceux qui ont réussi à challenger le manager aussi. Hein, vous pouvez nous partager votre expérience qui sera aussi bénéfique pour les autres. Donc, nous vous écoutons. Merci. Nous vous écoutons. Voilà. Ça peut aller? Alors. On peut poser des questions. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Aimé Longuet, merci. Voilà. Mettez juste votre prénom. Quand vous posez votre question, dites votre prénom. Voilà. D'accord. OK. Moi, j'ai une question. Bon, c'est vrai que j'ai un peu suivi j'ai pas très bien lu le thème, mais j'ai quand même voulu participer parce que j'ai une petite préoccupation. En fait, je voudrais savoir comment vous faire face. Bon, quand j'ai suivi un peu, j'ai pris les interventions en cours, mais je pense que ça va quand même dans le sens de ma question. Alors, ce que je veux savoir, c'est comment faire quand vous êtes en face d'un employeur qui, à chaque fois qu'il y a un problème, je veux dire, lorsqu'il vous donne un travail et que vous faites le travail, vous dit jamais, du moins, il n'est jamais satisfait déjà de votre travail. Il est toujours en train de trouver que il y a toujours quelque chose à faire. Du moins, il ne vous remercie jamais, voilà, en public ou en équipe. Alors, c'est quoi? Le problème, c'est, en fait, mon véritable problème, c'est que le travail, je pense, est un travail d'équipe lorsqu'on est dans une entreprise. Pour qu'on puisse véritablement évoluer, il faut pouvoir travailler en équipe pour aller véritablement loin. Mais le problème avec nous, je veux dire, là où moi je travaille, c'est qu'on ne travaille pas en équipe. Et quand au moment où il faut véritablement, je veux dire, féliciter les gens et tout, on le fait à ce moment, c'est une seule personne, bien c'est une poignée de personnes qui est méritée, alors que c'était un travail d'équipe et les autres personnes sont, je veux dire, on passe, je veux dire, dessus, quoi, comme vraiment du revers de la main, comme s'ils n'avaient pas mis leur main à la pâte. Et je veux dire, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Comment faire face à ça? Alors, je vais essayer de te répondre. Eh bien, il faut que tu te surprennes. Ce genre de choses, travailler en équipe, si véritablement, à la fin, c'est que c'est une seule personne qui est félicitée ou une poignée de personnes qui est félicitée. Eh bien,
tu prends le feed-forward. Tu as deux choses. C'est que tu vas le féliciter toi. C'est avant que tu attendes qu'il te félicite et que ça n'arrive pas, ben tu vas le féliciter lui. C'est-à-dire que tu vas te mettre tu vas incarner le leadership. Et à un moment donné, quand il fait quelque chose de bien, parce qu'à un moment donné, il fait quelque chose de bien, il faut que tu trouves, hein, tu vas le féliciter. Tu vas dire, ben voilà, monsieur le manager, j'ai super aimé votre quelque chose, donc feed forward. Tu lui trouves quelque chose de bien. Donc, tu profites d'une action qu'il a bien faite, peut-être un discours, peut-être l'intervention avec un client, peut-être, il y a un moment donné, il fait quelque chose de bien. Dans toute personne, il y a quelque chose de bien. Partez aussi de ce principe-là. Et après, tu vas commencer à pouvoir lui dire, voilà, j'ai aimé ce que vous avez fait là, j'aurais aimé que lorsque l'équipe a des succès, qu'elle soit félicitée dans son ensemble. Et c'est là que tu mets les choses que tu aimerais d'une manière différente par rapport à lui. Donc déjà, tu vas aller chercher quelque chose de positif chez lui. Tu vas lui donner de la reconnaissance à lui parce que toi, il t'en manque. Donc, tu vas utiliser en disant, moi, si je veux de la reconnaissance de lui, il faut d'abord que c'est moi qu'il faut qu'il lui en donne. Tu vois, le truc, c'est que tu vas inverser les rôles. Oui. Donc, tu dis, voilà, moi, j'ai aimé votre intervention lors du séminaire ou du truc sur l'équipe. J'aurais aimé aussi, lors du travail, du projet ou du machin, qui est un travail collaboratif, que c'est l'ensemble de l'équipe qui soit remercié et non pas 3 personnes. Et je vous invite pour la première fois à en tenir compte, par exemple, ou à remercier toute l'équipe par un petit merci ou par un petit mail qui utilise le nous et pas 3 personnes, par exemple. C'est-à-dire que c'est toi qui fais la chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et va se dire, ah bah ouais, tiens, c'est vrai que j'ai remercié 3 choses. Pour moi, c'est peut-être évident qu'en remerciant ces 3 personnes, il remercie l'équipe. Mais toi, ce n'est pas ce que tu as perçu. Oui. Et il n'en est peut-être pas conscient. Parce que si ça se trouve, pas de mauvaise intention, c'est une manière d'un peu, on va dire, il a fait un raccourci, mais le problème, le raccourci, ta perception, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est que lui, il pense avoir remercié l'équipe et en fin de compte, toi, tu as perçu qu'il a remercié 3 personnes. Il y a une dissonance entre ce qu'il a dit et ce que toi, tu as perçu. Effectivement, il y a une dissonance. Et je dirais, le truc, c'est que c'est assez frustrant, comme je dis, de travailler dans ce genre d'environnement parce qu'on a l'impression soit de produire, parce que je veux dire, une personne, un employé a envie de voir à la fin qu'il est récompensé, même si ce n'est que, je veux dire, par un simple merci. Mais si à la fin, vous ne voyez pas ça, on a des gratifications qui sont à titre financier, mais on voudrait quand même que, même si on n'est pas allé jusqu'au bout, qu'on sente au moins qu'on est encouragé dans ce qu'on est en train de faire. Mais moi, je trouve que c'est tellement difficile de pouvoir travailler et de savoir qu'on fournit des efforts et à la fin, ces efforts vraiment ne sont pas reconnus. Mais bon, en fait, pas forcément parce qu'on attend que l'employeur reconnaisse nos efforts, mais c'est qu'on a envie d'avoir cette motivation parce que ce qui nous motive, c'est quoi? C'est de savoir que, ah tiens, j'ai pu quand même apporter quelque chose, j'ai pu faire ceci, ça a apporté un plus à l'entreprise, ça a produit quelque chose, même si ce n'est pas financièrement, ça a produit quelque chose ça a apporté une certaine valeur ajoutée, même sur le plan je veux dire, du travail. Oui. Parce que j'ai vérifié ça dans une formation que je fais au Maroc, où j'ai interviewé plus de 400 personnes, 400 managers. Le facteur numéro 1 de la motivation, c'est la reconnaissance. Donc, tu vois, tu es en train de me le dire. C'est pas. Il y a des études, hein, je le savais, mais il y a des études qui disent. Mais c'est pareil pour vos enfants, hein, c'est exactement la même chose. Si une personne n'a pas de reconnaissance, n'a pas de la reconnaissance, elle va aller en chercher. Et elle va se dire, tiens, si mon manager ne me dit pas que j'ai bien fait les choses, c'est qu'il ne m'aime pas, je suis nul, mon travail est inutile, donc vous allez chercher la reconnaissance négative. Quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, il faut mieux donner une reconnaissance négative que pas du tout. Parce qu'une reconnaissance négative, dite négative, hein, c'est encore, on pourrait discuter là-dessus, il faut en donner. Il faut dire quelque chose. Parce que sans ça, les gens, ils disent, mais tu ne me l'as jamais dit. Et donc, c'est la responsabilité de le dire. Donc, dans ton cas,
C'est de dire, voilà, j'ai aimé lorsque vous avez félicité un tel, j'aurais aimé pour un travail d'équipe que ce soit toute l'équipe et non 3 personnes qui soient félicitées. Et peut-être que la personne, c'est quelque chose qu'il fait depuis des années, qu'il ne sait même plus. Tu vois, c'est dans le subconscient, c'est machinal, il ne sait même plus ce qu'il a dit. Donc, à un moment donné, il faut lui faire prendre conscience. Et c'est uniquement par les feedbacks que tu vas pouvoir le faire. OK. Mais tu vois, tu mets quelque chose de positif et quelque chose à améliorer. Effectivement, ouais. Si tu donnes que du positif, la personne, il va dire, tiens, elle est en train de me brosser le poil dans le dos. Donc, il va dire, oh là là, ça, il a essayé, il veut me demander quelque chose. Si Effectivement, c'est la ça. remontrance, il va dire, lui, il est en train de, j'aime pas. Si tu lui mets un peu de tout, et ben là, c'est juste. Ouais. Et moi, je t'invite à faire ça, à le préparer à la rigueur. Tu as mes coordonnées, on pourra le travailler si tu veux. Mais c'est ça qu'il faut faire. D'accord. OK. J'ai compris un peu, j'ai compris votre réflexion et je vais essayer de faire, de suivre votre conseil, de voir dans quelle mesure ça peut marcher. Et Donc, bon, 3 choses. Tu commences toujours par quelque chose qui est positif chez lui. oui. Quelque chose que tu aimerais de différent. Pas ce que tu n'aimes pas. Toi, j'aimerais, voilà, j'aurais aimé. C'est pas je n'ai pas aimé. J'aurais aimé. C'est différent. Hein. Il y a pas d'obligation. OK, bien. Et après, une manière de faire avec ton expérience, ton regard. Hein. Ce n'est pas forcément la bonne, mais une manière de faire. D'accord. D'accord. Bien, merci beaucoup. De rien. D'autres questions avant de passer à la 5e? Je vois sur le chat Daniel Ouattara qui dit que faire lorsqu'on a un manager qui ne fait attention aux erreurs de ses collaborateurs. On peut reprendre toujours le même processus. Il faut que la personne observe, parce qu'à un moment donné, elle va observer quelque chose de bien chez ses collaborateurs. Il fait quelque chose de bien, cette personne-là. Je ne la connais pas, hein, elle fait quelque chose de bien. Donc, c'est d'aller lui dire, voilà, j'aime bien votre franchise, j'aime bien votre efficacité, j'aime bien votre organisation, j'aime bien. Il a quelque chose là-dedans. Il n'est pas arrivé manager pour rien. J'aime bien votre sens du commerce, j'aime bien votre qualité relationnelle, j'aime bien, je ne sais pas. Mais il faut que ça soit sincère. Hein. Il ne faut pas se dire quelque chose qui n'est pas sincère, que vous ne pensez pas. Hein. Il faut vraiment que vous pensiez quelque chose de sincère. Voilà. J'aurais aimé de votre part que vous pointiez plutôt toutes les bonnes choses, toutes les avancées, tout le côté positif, plutôt que mettre le point sur l'erreur. C'est-à-dire, j'aurais aimé que vous montriez les 99% de choses qui sont faites et non les 1% de choses qui ne sont pas réalisées, car la perfection dans ce monde n'existe pas. Vous voyez, vous pouvez mettre ces choses. Parce que ça, cette personne-là, si on reprend les comportements, c'est une personne qui a une certaine énergie et qui ne va chercher que l'erreur. C'est un comportement classique. Donc, il faut lui dire maintenant, c'est avant de chercher ce qui va mal, c'est de regarder tout ce qui a été fait. Parce qu'il manque toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose à faire. Hein, le fini n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose à faire. Donc, au lieu d'aller chercher le petit pourcent qui n'est pas fait, ben, il faut lui apprendre à observer, à apprécier. J'aurais aimé que vous appréciez les 99% du chemin qui était fait. Cela nous aurait motivé à aller vers l'excellence, à aller chercher le 1% qui n'a pas été fait. Et il y a des gens qui sont là-dessus. Ils vont chercher la petite bête. Et ils n'apprécient pas tout le travail qui a été fait, tout l'effort, comme avait dit la précédente personne, l'effort qui a été fait. Mais ça, il faut lui dire, parce que c'est un comportement, ça se trouve, il a 50 ans, et ça fait 50 ans qu'il est comme ça. Et peut-être que son environnement personnel lui a dit, mais si tout d'un coup, il y a l'environnement professionnel qui lui dit, eh bien, à un moment donné, il va peut-être en prendre enfin conscience.
Souvent, les gens, ils prennent conscience, ils disent « Ah, ça y est, je vais arrêter de fumer ». Et les gens lui disent « Mais ça fait 20 ans qu'on te le dit. C'est seulement maintenant que tu prends conscience. » Ben ouais, le changement est long. Par contre, quand il arrive, il est rapide. D'accord. D'accord, je pense que c'est... n'hésitez pas toujours de décrocher votre micro. Il y a Emma Kundi qui dit, je suis totalement d'accord, nous sommes dans une situation où l'employé n'a pas de feedback à faire à son manager. Comment faire? Donc, Si, tu auras toujours des feedbacks. C'est que tu n'as pas l'habitude de le faire. Mais des feedbacks, tu peux en faire surtout. Tout est possibilité de feedback. Si la personne, elle fait un comportement qui t'a déplu, qui t'a dévalorisé et tout, tu peux lui faire un feedback. Tu peux faire des feedbacks. Des feedbacks, tu peux en faire partout, tout le temps. Vous pouvez m'en faire aujourd'hui. Vous ne me connaissez pas, vous pouvez me faire un feedback sur la qualité de mon PowerPoint, pourquoi pas, ou sur mon expression orale, ou sur je sais pas, ma chemise. Vous pouvez faire des feedbacks sur n'importe quoi. je vais Pas partager. l'habitude de faire. Je vais partager une petite expérience. J'ai eu 2 ou 3 expériences. Moi, je suis passée par des managers très difficiles à un moment donné. J'ai même été licenciée dans une entreprise par ces éléments. J'ai travaillé avec une dame qui était, tout le monde, quand j'arrivais, disait qu'elle était très difficile. Elle était même invivable. En fait, dans son bureau, personne ne pouvait faire plus d'une semaine dans son bureau. Elle était dans un bureau seul, en fait. C'était la dame, même pour dire bonjour, personne ne voulait lui dire bonjour et tout. Donc, quand je suis arrivée, il n'y avait pas le bureau. Le responsable RH a mystifié la chose. Il m'a fait asseoir, madame, excusez-nous, vous savez, il n'y a pas de bureau. On va vous mettre dans le bureau avec la dame, mais c'est momentané. Il a tellement intensifié la chose que moi-même, j'avais peur, quoi. C'est vrai, la dame n'est pas difficile, mais c'est juste pour un moment. En fait, c'était tout un mystère autour de la dame. Et effectivement, quand je suis allée dans le bureau avec la dame, c'était très difficile parce que c'est la dame, quand elle veut prendre sa pause, elle éteint la lumière, ferme la porte. Si tu es à l'intérieur, c'est ton problème, tu te lèves plus pour sortir. Et si tu dis tu veux sortir, elle te dit quand tu as vu midi, tu aurais dû sortir, point final. Et c'est comme ça, en fait, quoi. On ne décroche pas dans son bureau, on ne lui dit rien, on ne lui demande rien. Donc, il fallait travailler avec une dame comme ça. Tu ne sais même pas quoi poser comme question. Quand tu veux parler, elle te dit je suis au téléphone. Quand tu veux dire quelque chose, elle te dit je travaille. Donc, finalement, tu es dans le bureau 1, 2, 3, 4 jours. Ben, j'ai joué son jeu. Je ne disais rien, en fait. Je ne disais rien. Je ne lui disais rien et j'étais là. Et après, ça a commencé, je pense, 2 semaines après, ça a commencé à la gêner que je ne dise rien. Moi, je jouais son jeu. Parce que le réel défi, souvent, c'est que quand on arrive, on ne prend pas le temps de comprendre la personne. Parce que quand on arrive dans un environnement de travail, nous avons déjà eu beaucoup de préjugés. Il est ceci, il est cela, il fait ceci, il fait cela. Mais comme Eric l'a dit, il n'existe pas de personne qui n'ait pas un point où on peut le toucher et puis faiblir. Donc, j'ai pris le temps de vraiment observer cette dame, en fait. Dans le bureau, je l'observais et je jouais son jeu. À midi, je sors. À 14 heures, elle va ouvrir le bureau parce qu'elle sait que tu dois entrer. Et je suis assise, je ne décroche pas, je ne fais rien. Et à un moment donné, elle m'a demandé, qu'est-ce que vous faites dans le bureau? Je lui ai dit, j'attends travailler avec elle. Un jour, elle s'est levée, m'a demandé, qu'est-ce que je fais dans ce bureau? Je lui ai dit, bon, j'attends travailler avec elle, puisqu'on m'a dit que je devais travailler avec elle. Comme on ne m'a pas encore donné le OK, donc j'attends. Mais sinon, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, je suis là. J'aimerais bien travailler avec elle. Et le lendemain, elle est venue avec le croissant. Elle m'a proposé un croissant, quoi, en fait. C'était incroyable. Je ne me suis pas mise contre elle. Je ne suis pas allée dans le contact du genre, non, madame, je veux travailler, donnez-moi quelque chose. Tout ce qu'on disait comme préjugés, je les ai mis de côté parce que je me dis, elle a peut-être eu une mauvaise expérience avec 50 personnes. Je peux être la personne avec qui elle peut avoir une bonne expérience. Et c'est comme ça que petit à petit, elle s'est mise à s'intéresser à moi juste par la façon qu'elle venait le matin. Les gens aiment bien quand on les complimente. Pour moi, c'est une très grosse astuce que je donne souvent. Je dis, madame, vous avez un joli boubou. Elle ne répond pas, mais après, elle a commencé à répondre. Quand elle venait le matin, je trouvais toujours quelque chose à dire, à partager avec elle, en fait. Elle ne répondait pas, mais avec le temps, c'est arrivé. Et quelques mois après, 1 ou 2 mois après, rassurez-vous, quand on échangeait dans le bureau, le RH même venait sonner pour savoir si c'est elle et moi qui communiquons. Et tout le monde me demandait, mais comment tu es arrivé à parler et à faire parler cette dame jusqu'à rire avec elle au bureau? Je dis, mais parce que tout le monde, parce que tout le monde, en fait,
l'a mise de côté. Elle m'a expliqué un truc, que tout le monde dit qu'elle est méchante. Vous voyez, le fait de la repousser, le fait que tout le monde ait placé un tampon sur elle, ça renvoie un sentiment de rejet, en fait. Elle se sent rejetée. Et comme elle se sent rejetée, elle se sent exclue, elle est restée dans son coin, en fait, quoi. Elle porte bien cette casquette, elle n'a rien à prouver à quelqu'un, à d'autres personnes. Puisque vous dites, je suis méchante, je vais vous montrer que je suis méchante. Point final. Et moi, je lui ai dit, quand il m'a dit, non, tout le monde dit, je suis méchante, j'ai dit, moi, je ne vous connais pas, je ne peux pas vous traiter de méchante, mais moi, je vois en vous une très belle femme. Et elle m'a dit, ce truc l'a marqué parce qu'elle n'avait jamais entendu dans son entreprise que quelqu'un dise qu'elle est une belle femme. Donc, vous voyez, ça dépend, ça dépend. L'expérience que vous aurez avec votre manager, comme on a dit, l'état d'esprit, n'allez pas avec des gens avec beaucoup d'a priori, mais trouvez la muse. Il y a toujours un élément, il y a toujours un tic, et prenez le temps d'observer, en fait. Prenez le temps d'observer ceux avec lesquels vous travaillez sans préjugés et essayez de trouver le meilleur angle pour aller vers ces personnes aussi simplement. Donc, voilà un petit partage que je voulais faire. Et parce que vous ne savez pas l'histoire qu'il y a eu entre la personne qui vous dit qu'elle est méchante et Voilà. la personne. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est sa faute. Effectivement. Qui a dit que c'est la faute de l'autre. Donc, attention, attention, attention. Il y a Emma Foudi qui Alors, dit, nous n'avons je passe pas au cinquième. Pardon, une question, s'il vous plaît, Eric. Il y a Emma qui dit, nous n'avons pas l'habitude de faire des feedbacks car on ne nous en donne pas l'occasion. Donc, je souhaiterais avoir des conseils dans ce sens. Comment leur faire des feedbacks sans que ce ne soit mal pris par le manager? Donc, comment faire des feedbacks à son manager sans que ce soit mal pris, en fait? Alors, si tu as un petit peu cette crainte, je vais te donner une astuce. Déjà, un feed-forward, ça s'écrit. Ça ne se fait pas à l'improviste. Hein. Donc, prenez une feuille, mettez-la en 3 parties. Notez une partie, qu'est-ce que vous aimez chez le manager, une chose que vous auriez aimé de voir de différent et une piste. Vous l'écrivez. Et à un moment donné, au manager, vous lui dites la première chose. Tiens, j'aime bien ton discernement. Et vous taisez, silence. On a parlé du silence. Le silence, ça va être une arme pour vous. Silence. Là, le manager, il va dire, oh, celle-là, là, elle est en train de me dresser le poil, là, elle essaye de me faire un compliment. Voilà. Et puis, si elle se trouve, il va dire, non mais, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Il va essayer de vous pousser un petit peu. Et c'est là que vous passez à la deuxième étape. Ben, j'aurais aimé, lors de la réunion, que l'intervention me concernant se fasse dans ton bureau. Il vous a donné la permission, là. Donc, vous avez dit une bonne chose, de positif. Lui dit, tiens, celle-là, elle est en train de me caresser le poil dans le sens du poil, là, en train de me féliciter. Là, il y a un truc qui n'est pas clair. Je vais un peu la pousser parce qu'en général, c'est des gens qui aiment bien relancer en disant, ouais, non, mais attends, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? L'air de dire, allez, vas-y, sors ton venin. Et là, vous le dites d'une manière très posée, très correcte. Voilà. Ben, j'aurais aimé la remontrance me concernant lors de la réunion du vendredi soit faite dans ton bureau et non devant tous les collaborateurs. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ouais, c'est ça. Eh ben, je t'invite la prochaine fois à prendre rendez-vous et qu'on puisse régler nos différends de tête à tête. C'est-à-dire que au lieu de dire les 3 étapes en foulée, à chaque fois, silence. Voilà, c'est bien. Voilà ce que j'aurais aimé. Silence. Voilà ma piste. Et parce que si lui vous donne l'autorisation, vous allez à l'autre. S'il ne vous donne pas l'autorisation, vous n'arrêtez pas. Donc, si tu as peur, parce que tu peux avoir peur, hein, c'est compréhensible, tu dis la première et tu attends. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner l'autorisation de faire la deuxième. Puis la troisième. Et là, il va dire, en plus, il s'est posé, réfléchi, parce que vous l'avez préparé, et en plus, moi, je l'écris toujours, parce qu'il faut l'écrire, à un moment donné,
vous lui prenez, vous dites, bah, tiens, je te l'offre. Voilà. C'est mon feed forward, mon feedback. Voilà, je te l'offre. Hein. Pensez bien à ce mot, hein. Je ne te le donne pas, je te l'offre. C'est pour toi. Et il verra que vous avez travaillé dessus, que vous avez pris le temps, et ça ne lui est jamais arrivé. Et que c'est écrit, que ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas comme ça, sorti et tout. Déjà, c'est posé, c'est calme, ce n'est pas sous l'émotion, c'est écrit, vous lui offrez. Quand moi, je fais des feed-forward et que je dis « je te l'offre », les gens disent « je peux le garder, Eric ?» Merci. Aussi, je peux, Eric? Oui. Voilà, j'aimerais aussi ajouter le fait que par rapport à la question d'Emma, très souvent, nous sommes, comme elle est dit, nous sommes dans des environnements où nous n'avons pas l'habitude de faire des feedbacks. C'est souvent difficile de le dépasser, surtout quand nous sommes dans des environnements très conflictuels où facilement on se regroupe pour lancer les flèches au manager. Dès qu'on se retrouve, il est mauvais, il est méchant. Et comment arriver à se déconnecter de ce groupe, en fait? Parce que ça aussi, ça peut être un problème, ça peut être un défi. On peut bien avoir envie de faire des feedbacks à son manager, mais parce qu'on a eu des antécédents avec tout l'autre collectif de l'équipe, nous sommes habitués, nous avons développé cette habitude comment on le dit, bon, chez nous, c'est un peu du on dit malparlage, cette habitude de mal parler du manager et tout, et comment arriver à sortir de ce collectif pour se démarquer, pour dire, bon, moi, aujourd'hui, j'ai peut-être fait une nouvelle formation où j'ai compris de nouvelles choses. C'est déjà de ne pas aller directement vers le manager déjà, mais c'est déjà de faire asseoir cette idée à ce collectif avec qui nous avons l'habitude de mal parler du manager. C'est déjà, tiens, j'ai suivi une formation, parce que sinon, ils auront peur de vous. En fait, si vous voyez subitement entrer dans le fait du feed-forward, du feed-forward à votre manager, ils auront peur et ils seront méfiants. Ils vont se dire peut-être subitement tu es en train de préparer un cours, subitement il y a quelque chose qui se passe et ils seront très méfiants envers vous. Donc l'objectif c'est déjà d'échanger avec eux, de leur faire comprendre ce qu'on venait de changer avec vous, que tiens, j'ai suivi une formation, peut-être notre manager n'est pas au courant, qu'il est ce qu'il est. Peut-être c'est nous qui devons peut-être aussi faire un effort pour l'amener à se challenger. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire dorénavant de cette manière? Parce que le fait de passer le temps à mal parler de lui, ce n'est pas une solution en fait, ça ne nous aide pas. Au contraire, ça nous détruit, ça nous fait naître des émotions très négatives et qui ne nous encouragent pas, qui ne nous engagent pas au travail, qui ne boostent pas notre motivation. Qu'est-ce que vous en pensez? L'objectif, c'est déjà de placer, de leur présenter la chose collectivement, de voir un peu ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, pour qu'ils commencent aussi déjà à comprendre que non, il y a une autre approche en fait. Nous avons une autre approche et essayons peut-être cette approche. Et ceux qui seront d'accord avec vous, qui vont dire peut-être, peut-être pas, mais c'est de les challenger aussi et de commencer avec soi ou bien les autres, de mettre des petites actions, hein, collectivement ou bien individuellement, si vous pouvez, de mettre des petites actions pour attirer l'attention, cette attention de votre manager, déjà trouver des petites actions, quoi, en fait, pour commencer déjà à ce qu'il voit autre chose de vous. Donc, voilà. Il y a une chose aussi où vous pouvez commencer, au lieu de commencer par le manager le plus toxique de l'entreprise, habituez-vous, entraînez-vous avec un manager avec lequel vous vous entendez bien. Très bien, ouais. Parce qu'un manager avec qui vous vous entendez bien, eh ben il va être beaucoup plus, en plus, vous pouvez dire, voilà, j'ai fait une formation, comme dit Régine, je suis en train de tester un truc, je voudrais te faire un feedback, donc c'est la première fois que je le fais, excuse-moi, mais je vais peut-être être maladroite, mais voilà, j'ai envie de te dire quelque chose. Et si c'est quelqu'un qui vous apprécie, il va dire, mais vas-y, est-ce que tu peux m'aider? Donc, vous lui faites le feed-forward et vous vous entraînez. Puis lui, il va découvrir un truc, parce que lui, c'est peut-être pas ça. Il va dire, maintenant, c'est bien ton truc, là, tu peux m'apprendre. Peut-être qu'il va vous dire, apprends-moi. Hein. Et une fois que vous aurez l'habitude, eh ben, vous allez aller vers des gens de plus en plus difficiles. Moi, il y a quelqu'un qui a été voir son grand patron, il y avait je ne sais pas combien de milliers de cadres, il a dit, moi, je vais faire un feed-forward à mon très grand patron. Eh bien, il était le faire. Ben, je peux vous dire que le patron, il était agréablement surpris qu'une employée du N-4, N-5 est venue lui faire un feedback.
Mais comme je l'ai dit, et je peux dire qu'il y a très peu de gens qui osent faire ça. Et quand on ose faire ça, je peux vous dire que vous avez l'estime, hein, parce que vous avez eu le courage de le faire. Effectivement. Effectivement. Effectivement, prenez le temps aussi de travailler votre relation avec votre manager. Comme je le disais, c'est très important. Prenez le temps de travailler votre relation. Évitez vraiment les préjugés. Évitez vraiment les préjugés. Moi, je suis peut-être cette manager que j'ai eu. J'ai eu deux bons managers, hein. Rassurez-vous, moi, j'ai toujours eu, je ne sais pas, peut-être c'était sur le chemin de la qualité de vie où je suis, mais j'ai toujours eu des managers qui étaient… J'ai eu un manager, c'était comme à l'armée, quoi. Quand il passe, ce monsieur, je me rappelle, j'étais même encore stagiaire, c'était mon premier stage. Rassurez-vous, il était, quand on dit chiant, c'est de chien, hein. Il est jury les gens. Il prend des dossiers, il vous les lance sur le visage. Mais c'était un environnement, tout le monde avait peur de lui. Je vais vous raconter une autre histoire. Quand j'étais stagiaire, je sais pas, j'étais à Dakar et tout, on avait un manager là. Quand il venait, comme je dis, il lançait, faisait beaucoup de trucs. Et j'étais stagiaire avec une jeune dame à côté et tout. Et bon, en tant que stagiaire, nous, on n'avait pas de défi, hein, mais on s'est dit un jour, il va nous tenter, quoi. Un jour, il arrive, il dit, eh, Poula, je vous vois tous les jours là, qu'est-ce que vous foutez là et tout. Il commence à nous crier dessus, crier dessus. Mais franchement, on était tellement cool. Contrairement à ses collaborateurs, quand il les criait dessus, c'était de la panique, c'était pardon, monsieur, excusez-moi. Et il y a aussi ce côté, quand vous avez un manager entre guillemets qui est cynique, ne lui montrez pas que non, c'est du genre, ne lui montrez pas que vous avez peur, en fait. Que quand il avance même vers vous, vous commencez déjà à trembler. Moi, je vois des collaborateurs, quand le manager arrive, il commence à chercher des feuilles. Non, restez zen. Restez zen. C'est un être humain, rassurez-vous. Restez zen. Mais trouvez la petite, parce que s'il se rend compte qu'il vous fait peur, mais rassurez-vous, peut-être c'est son objectif. Vous savez, les gens, beaucoup de gens, quand ils viennent au travail, ils ont beaucoup de frustration. Le résultat des actions de vos managers avec vous, c'est pas nécessairement vous son problème, en fait. C'est pas nécessairement vous sa cible. Mais si vous lui montrez que vous pouvez être sa cible, les gens vont accepter, les gens vont vous serez sa cible, en fait. L'objectif, c'est dans toutes les situations, nous sommes au travail, nous sommes dans une entreprise, dans une situation d'adulte, je le dis simplement comme ça, c'est d'apprendre aussi à vous maîtriser devant certaines émotions de vos managers. Apprenez à vous maîtriser. Ne soyez pas ce collaborateur qui exprime autant de frayeur, autant de peur, qui n'arrive même pas à sortir un mot lorsqu'il est en face de, dès que le manager arrive, il n'y a plus de mots. Non, essayez de travailler ce côté émotionnel-là. Donc, voilà. Alors, je vais passer au cinquième, et comme ça, s'il y a d'autres questions, on les prendra après. La dernière chose, parce que j'ai dit une chose, il y en a encore plein plus, c'est vraiment être de dire, je vais aider mon manager, mais en aucun cas, je vais essayer de le sauver. Parce que sauver, c'est de faire la chose à sa place. C'est quand la personne elle est presque inconsciente. Donc là, c'est de, quand je dis accepter comme il est, d'essayer de l'aider et d'essayer de faire prendre conscience. Il faudra peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, et peut-être qu'à bout de 10, 15, 20 fois de forward, la personne va dire mais pourquoi tu me dis ça? Et c'est là qu'elle va prendre conscience. Et c'est là qu'elle va dire ah ouais, eh ben, tu es la première à me le dire. Ça fait 20 ans ou 30 ans que je fais ce métier-là, tu es la première à le dire, parce que les autres, ils n'ont pas eu osé lui dire. Et donc ça, c'est très important. Et il faut accepter que ça marche peut-être la première fois ou que ça marche au bout de la 5e. Et c'est là qu'il faut être tenace pour justement rester droit, vous, conforme à vos valeurs. Si vous êtes quelqu'un qui aimait le respect, ben respectez-le, soyez un exemple, et à un moment donné, eh ben, ça va tilter. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un élément extérieur qui n'a rien à voir avec le travail, qui peut être son épouse, peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa famille ou dans une association sportive ou avec un de ses amis, qui va faire que ça va tomber pile poil comme il faut. Donc, le temps, je ne peux pas vous dire que ça peut marcher la première fois, mais si vous y prenez bien, ben vous aurez fait un pas. Peut-être que même en faisant un feed-forward, il ne va rien vous dire, mais qui va réfléchir en revenant et qui va vous dire 3 ou 4 jours après, tu sais ce que tu m'as dit l'autre fois, ben, j'y ai pensé, hein, et tu as un petit peu raison, hein, et j'en ai pas conscience.
Il y en a qui vont vous faire ça. Et dans le lot, il y en a qui ne changeront pas. Mais au moins, vous aurez fait votre boulot et vous serez en respect avec vous-même. C'est ça qui est important. OK. Il y a aussi un autre élément. Apprenez à être des personnes heureuses. Apprenez à être des personnes de joie. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de choses. Apprenez à être cette personne qui dégage beaucoup d'énergie positive, qui apporte beaucoup de positivité. C'est une grande clé. Si vous êtes cette personne, quand tout le monde vous êtes bonjour, ça va, vous allez bien, monsieur, ça va, je vous offre un café et tout. Rassurez-vous, tout ce que vous direz aux gens, ça passera facilement. Mais si vous êtes cette personne aujourd'hui, vous dites bonjour, demain, un collaborateur, vous n'êtes pas attendu avec un collaborateur, vous n'allez pas le saluer et tout. Non, vraiment, développez beaucoup de positivité, que ce soit avec le manager que vous pensez qu'il est pire. Rassurez-vous, tout le monde aime une bonne énergie. Tout ce qui est bonne énergie attire toujours. Donc, essayez de travailler ce côté émotionnel. Soyez quelqu'un de positif, quel que soit, c'est pas grave, ce n'est que le travail. Et tout, mon manager m'a crié dessus. Oui, bon, peut-être il m'a crié dessus pour le travail, mais il reste une personne. Bonjour, monsieur, je vais lui dire bonjour. Comme Eric le disait, vous avez des valeurs. Incarnez-les. N'arrêtez pas d'incarner ces valeurs parce que vous pensez que vous êtes dans un environnement qui ne promeut pas ces valeurs. Non. Comme on dit, vous pouvez être cette personne qui sauve cet environnement-là avec vos valeurs que vous incarnez à votre niveau. Ne dites pas non, comme il dit, ça ne sert à rien, j'arrête. Non, n'arrêtez jamais. Après la 7e fois peut-être, ne baissez pas les mains, mais ne faites pas un conflit en fait. Ne faites pas de ça un conflit, c'est tout. Mais Moi, avant, dans un de mes boulots, j'avais une routine, c'est qu'avant d'arriver au boulot, j'allais me garer, et puis après, j'avais quelques minutes pour arriver dans l'entreprise. J'avais fait une routine, c'est que je sifflais. J'adorais siffler, donc je sifflais. Ça me mettait en énergie positive. Et j'avais beaucoup de clients. Et quand les clients classiques, hein, ça va, oui, moi, ça va. Et un jour, il y a un client qui me dit, ouais, de toute façon, vous, ça va toujours. Ben oui, moi, c'était mon état d'esprit. Ça allait toujours. Je suis très positif. Et plus vous êtes le positif, comme dit Régine, le positif attire le positif. Si vous êtes négatif, ça va attirer le négatif. Voilà. Et on aime mieux être du côté des gagnants que des perdants. Donc, soyez gagnants en étant positif. C'est le positif qui est important. Et le positif, ça augmente de 30% la performance, il faut le savoir. Et ça diminue quand même la maladie. Donc, on a tout à gagner à être très positif, à être heureux, joyeux, enthousiasme, etc. Restez vous-même, mais soyez positif. Alors, j'ai l'habitude aussi de finir par une phrase du jour, et comme ça, s'il y a des questions, on pourra les poser. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est un peu ce que je vous ai dit là depuis, c'est que vous pouvez, n'attendez pas que le manager change pour changer. Changez-vous pour le changer lui. Voilà. Et c'est ça que ça veut dire. C'est si vous changez votre manière de savoir-être, à un moment donné, vous aurez des changements autour de vous. Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Voilà. Et pour les feed forward, commencez par des gens qui sont plus faciles, plus accessibles, ou carrément des gens qui vous estiment, parce qu'il y en a dans l'entreprise. Et à partir de là, entraînez-vous et puis allez crescendo, tout doucement, vers quelque chose de plus difficile. Mais oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, ne commencez pas par le manager le plus toxique de l'entreprise, parce que si c'est un essai, c'est comme quand vous allez marcher, vous tombez. Donc, testez, apprenez, et puis une fois que vous êtes bien rodé, après, vous pouvez faire des feed-forward sur n'importe quelle personne. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Eric. Je vois, il y a Sini Cissé qui est connecté. Est-ce que vous, excusez-moi, je vous interpelle si vous avez des partages, n'hésitez pas. Coucou Estelle, Pauline, Aïda, n'hésitez pas d'ouvrir vos micros pour nous faire vos partages, pour nous poser des questions, nous serons vraiment très ravis d'échanger quelques clés avec vous et ceux qui sont aussi du côté de Facebook, n'hésitez pas. Donc, voilà, soyez le changement que vous voulez. Et rassurez-vous, quand vous allez commencer à changer, votre manager va se rendre compte que vous êtes en train de changer. Il va se rendre compte que vous êtes en train de changer. Et peut-être le fait que vous soyez déjà en train de changer, ça peut attirer son attention sur un changement possible, en fait. Ça va dire, tiens, pourquoi il se comporte comme ça? Donc, ça veut dire qu'il prend déjà conscience de quelque chose. Tiens, elle n'est plus comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et si vous n'allez pas vers lui,
rassurez-vous, il va vous demander, mais pourquoi tu as changé? Je me rends compte que tu fais plus X ou Y. Et ça peut aussi être un moment pour lui dire, bon, tenez, monsieur, hein, bon, moi, je pense que pour lui lâcher le mot, en fait, le mot que vous attendez, ça peut être le moment fatidique, il ne faut pas le rater, hein, parce que ce moment finira par arriver. Ça peut être le moment tant attendu pour lui dire le mot-clé qui peut déclencher en lui ce que vous attendez aussi de lui. Donc, voilà, que ce soit individuellement ou collectivement, vous pouvez arriver à challenger vos managers, mais il suffit déjà que vous vous challengez déjà. Parce que si vous allez, comme le disait avec Eri, avec l'esprit, que vous allez le sauver, il n'a pas besoin de sauveur en fait. Il a juste besoin que vous l'aidez. Si vous allez avec l'idée, non, il faut faire quelque chose, si vous avez beaucoup de force, beaucoup d'âme, non, prenez le temps. Prenez le temps, observez, trouvez le meilleur angle, le meilleur couloir, et comme on dit, vous avez votre fléchette, paf, ça tombe à pic dans le cœur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas d'ouvrir vos micros. Bonsoir Simon Kwadjo. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à nous faire vos partages. Nous vous écoutons. Merci. Ouvrez vos micros, hein, ouvrez vos micros, ça nous ferait plaisir. Profitez-en. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Merci, j'ai vraiment apprécié la conférence et j'ai beaucoup appris. Personnellement, j'ai travaillé dans une structure, on avait un patron qui traumatisait, mais j'avais pas tous ces outils, mais moi, naturellement, j'avais pas peur, quoi. J'étais préparée à affronter toutes sortes de situations et puis bon, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Merci beaucoup pour votre partage, Estelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme on dit, hein, moi, je pense que les émotions, c'est la clé. Les émotions aussi, vos émotions, c'est une clé pour réussir dans un tel environnement avec un tel manager. Donc, prenez le temps aussi de vous challenger par rapport à votre personne. Vous savez, dans le monde, dans l'environnement du travail, il y a cette notion d'exemplarité qui est très importante. N'attendez pas que ce soit que votre manager qui soit l'exemple. Vous êtes un exemple aussi. Vous êtes un modèle d'exemple pour votre manager. Vous savez, la façon dont les gens passent manager, c'est par leurs compétences techniques, pas nécessairement à cause de leurs soft skills. Or, aujourd'hui, si nous parlons, s'il y a des défis dans les équipes, c'est parce que ce côté soft skills n'est pas pris en compte, c'est plus le côté hard skills. Donc, rassurez-vous, si vous avez un bon niveau, si vous avez bien développé vos soft skills, vous pouvez être cette personne qui change votre environnement de travail parce que les managers, la plupart de nos managers, ils sont à fond sur les hard skills, sur le côté technique. Ils sont à fond dessus. On m'a promu parce que je suis le meilleur informaticien, donc je continue à être le meilleur informaticien. J'oublie que j'ai une équipe à gérer. Je vais en concurrence avec mon équipe. Je ne permets à personne de relever la tête. Je dois continuer à être le meilleur. Point. Donc, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas conscients, en fait, comme le disait Eric. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont un défi pour eux-mêmes et qu'ils sont un problème pour vous, en fait. Ils sont concentrés sur eux parce qu'on dit qu'il faut être meilleur en entreprise. Et être meilleur, souvent, ça veut dire piétiner les autres pour avancer, en fait. Tout le monde que je peux écarter pour être la vedette, moi, je le fais. Et pour ceux qui connaissent un peu les différents profils, il y a des gens de profil rouge. Quand dans une équipe, il y a plusieurs profils, des gens qui ont plusieurs profils, plusieurs comportements. À un moment donné, si on ne sait pas observer l'autre et comprendre son profil, on a l'impression que celui qui est de profil rouge, qui est dominant, qui veut nous écraser. Mais non, il y a des manières, il y a des possibilités, il y a des choses, des aptitudes à avoir et des attitudes que vous pouvez faire pour les amener à comprendre que non, c'est pas ça en fait. Mais pour ça, vous aussi, vous devez travailler vos skills. Vous devez travailler vos soft skills. Vous devez un peu aussi travailler vos soft skills et ça pourra booster l'environnement de votre équipe et de votre manager. Il y a eu un article en 2010. Monsieur Ouattara n'est plus là-bas, donc Abidjan doit bien sortir. Il y a eu
un article sur le journal Le Monde dans les 2010 qui disait qu'au début du XXe siècle, on embauchait des mains dans les entreprises. À la fin du XXe siècle, on embauchait des têtes, des hard skills. Et au XXIe siècle, on va embaucher des cœurs, des soft skills. Et c'est des choses qui, on le dit et tout, donc c'est justement toutes les compétences relationnelles qui vont être justement primées. Donc c'est la relation, c'est justement savoir gérer et gérer les hommes et vivre les hommes pour avoir de la performance. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde Microsoft ou comment dire, ou Apple, ils ont les mêmes ingénieurs en termes de compétences. Ce qui fait la différence, c'est justement compétences relationnelles. Voilà. Et ça c'est beaucoup. D'accord. Merci, Eric. Si madame, c'est monsieur ou madame Cissé, nous souhaiterons aussi vous écouter. Merci de participer à ce talk. Si vous avez un partage à nous faire, nous sommes disponibles à vous écouter. Il y a Aïda qui veut parler. Aïda? Aïda ou Sini, nous vous écoutons. Merci. Vous êtes là? Ah. Peut-être des petits problèmes de connexion. Peut-être. Donc, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de partage d'expérience. Alors, il y a un des processus d'intelligence collective qui dit ça commence quand ça commence et ça finit quand ça finit. Voilà. Donc, peut-être que… Merci. Ah, ça y est. En tout cas, nous avons été beaucoup édifiés. Oui. Allô? Peut-être un petit… Ça coupe. Oui, je disais merci parce que nous avons été édifiés. C'est bien de se retrouver comme ça, de pouvoir partager des expériences. Et l'expérience que tu as partagée tout à l'heure, Régine, avec ton employeur, cette dame-là, c'est quelque chose qui me parle et je pense que c'est ça. Certainement, je verrai les choses différemment parce que ça me donne de voir un peu plus clair, effectivement. On a toujours quelque chose à donner, en fait, quoi. Il n'y a personne qui est… On ne peut pas être vraiment un échec au quotidien. Les gens sont ce qu'ils sont parce que le monde, en fait, nous renvoie une certaine image. Et donc, du coup, parfois, ça conditionne certaines personnes. Parfois, ça crée plutôt, effectivement, un sentiment de rejet. Et donc, du coup, les gens se donnent une vue d'eux-mêmes, en fait, qui ne sont pas. Peut-être parfois c'est pour se protéger, parfois c'est un signe de faiblesse aussi, hein. Mais bon, toujours est-il que moi j'aurais appris, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aimé, merci pour votre partage. Et aussi, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Je voudrais aussi vous dire, ne cherchez pas à ce que votre manager aussi soit constant tous les jours. Vous savez, nous sommes des personnes, nous avons nos vies, nous avons nos difficultés, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer. Ce que vous vivez, dites-vous que votre manager aussi a cette même vie. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit constant tout le temps, ce n'est pas évident. Le jour, si vous savez souvent observer, si vous prenez le temps de comprendre ceux avec lesquels vous travaillez, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, s'il est comme ça veut dire que est-ce que je ne vais pas le prendre sous cet angle ou celui-là? D'accord? Donc, apprenez aussi à observer, à regarder les gens. C'est un travail que vous devez développer. Il ne faut pas aller vers des relations sans avoir compris un peu la personne. Et si vous avez l'impression que vous avez compris, tâtez. Rassurez-vous que ce que vous avez compris, c'est réellement ça. Mais, quelque chose qui est très important, apprenez à vivre votre relation particulière avec chacun. Parce que nous vivons dans des environnements où, dès que tu arrives, le manager, il est un peu cynique et on voit que toi, tu essayes d'aller vers lui. On lui dit, ah, mais non, il faut arrêter. Hein. Tu sais ça, c'est un monsieur, il est très changeant. Il va être comme ça avec toi et puis demain, non. Vivez votre expérience et dites-vous que vous avez apporté. C'est une collaboration. On a
très souvent l'impression que la collaboration, on dit elle est descendante, non? Que c'est simplement avec, c'est notre manager qui doit nous donner. Mais non, nous avons beaucoup de choses à donner à nos managers. Nous avons tellement de choses à leur donner. Nous avons tellement de choses à apprendre et à partager avec eux qu'il faut juste voir là. On ne peut pas aller vers tout le monde sur le même chemin, non? Il y a ceux vers qui vous aurez du côté droit, ceux vers certains qui vous laisseront entrer du côté gauche, d'autres qui vous laisseront même passer par leur dos pour arriver devant eux, et certains qui vous prendront de face. Donc, c'est à vous, à chacun à son niveau, de chercher son couloir, en fait, pour aller vers l'autre. Nous ne prendrons jamais les mêmes chemins pour aller. Moi, la façon dont je vais aller, peut-être, je vais aborder Eric, ce ne sera pas le même chemin que peut-être Romuald prendra pour aborder Eric. Si Romuald prend ce même chemin, ça peut aller, comme ça peut ne pas aller, mais il ne va pas dire non, mais Régis, j'ai pris le même chemin que toi, ça n'a pas marché, il est bizarre. Non, il n'est pas bizarre. C'est peut-être le couloir que tu as pris qui ne marche pas avec ta personnalité, entre vos personnes et tout. Donc, prenez le temps de vraiment avoir, aucun manager n'est mauvais, mais ce sont les environnements, nos environnements, qui sont très concurrentiels, l'éducation qu'ils ont reçue avant de passer manager, parce que beaucoup de nos managers ne se forment pas. Beaucoup de managers accèdent à une fonction managériale sans aucune formation. Et l'autre élément aussi, ce sont les entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs, chefs d'entreprise pensent que parce qu'ils sont entrepreneurs, ils sont managers. Non, ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est manager. Entrepreneur, c'est une chose, manager, c'est une autre chose. Mais dans nos environnements, dès qu'on est entrepreneur, on pense que non, parce que j'ai eu une idée, j'ai de l'argent, j'ai pu mobiliser des gens pour créer une entreprise dont je peux manager des hommes. Non, rassurez-vous, beaucoup d'entrepreneurs n'ont fait aucune formation managériale et c'est ce qui explique souvent leur maladresse, mais ce n'est pas qu'ils sont mauvais. C'est ce qui explique très souvent leur maladresse. Et comme nous avons très souvent un ego très avancé, je suis quand même le chef, je suis quand même le directeur. Attends, il me parle de quoi? Moi, je sais tout. S'ils n'ont pas cette humilité de redescendre de temps en temps pour dire, ben tiens, ben tiens, ben tiens. C'est souvent de la maladresse même. Donc, je ne suis pas très d'accord souvent quand on qualifie des gens de méchants, de cyniques, de mauvais, parce que comme Aimé l'a dit, il n'existe pas de personne cynique. Personne n'est né cynique, personne ne meurt cynique. On change toujours à un moment donné et vous pouvez être cette personne qui arrive à un moment donné dans la vie de ce manager pour apporter quelque chose. Dites-vous que toutes les personnes que vous devez rencontrer, vous devez les laisser quelque chose et décider d'être cette personne qui laisse quelque chose de bien. Même si pendant que vous êtes là, mais même après, comme l'a dit Eric, il va se souvenir que tiens, ouf, voilà, quand il était là, et décider, c'est juste une décision, décider d'être cette personne. Donc, voilà. S'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de partage, qu'est-ce qu'on se dit? À la prochaine fois. Je crois que Eric est un peu plus déchargé que moi. Donc, c'est vrai, avec le décalage, ce n'est pas évident. Hein? Il est 19 h là-bas, ici, voilà. Donc, on va se dire, Denis Roland, Pauline, Estelle, nous vous remercions et tous ceux qui sont connectés via le Facebook, nous vous remercions d'avoir participé à ce talk et nous vous invitons, que ce soit Eric, vous pouvez le retrouver sur le LinkedIn, sur son profil LinkedIn et il a aussi une page YouTube où il partage beaucoup de choses. N'hésitez pas, c'est gratuit. Donc, il y a des choses que vous pouvez avoir comme ce moment de partage qui sont gratuits, vous pouvez beaucoup apprendre. Et si vous avez aussi besoin des accompagnements pour vos managers, n'hésitez pas de temps en temps de les taguer sur nos posts ou bien de nous mettre en contact. On ne sait jamais, hein. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Je suis Régine Love Moukete, je suis consultante qualité de vie au travail, formatrice Chief Happiness Officer. Mon dada, c'est la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux, les RPS dans les entreprises. Donc, ce talk, je l'ai co-animé avec Eric, qui est, vous voyez, il a présenté son profil.
Donc, n'hésitez pas sur LinkedIn, bien sur Facebook. Et n'hésitez pas aussi à nous proposer des thèmes. Hein. Nous n'avons pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a un thème qui vous parle, n'hésitez pas de nous le proposer. Chez nous, Régine Pro, on dit toujours valorisons l'humain. Et Eric dit très souvent, occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Donc, si tu as un dernier mot, Eric, on va se séparer. Non, c'est ça. C'est que moi, de toute façon, je crois à l'humain et je sais que de toute façon, la performance de demain, ça passera par l'humain et non pas par des solutions techniques ou des applications mobiles comme aujourd'hui, c'est la grande folie. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de techniques, mais il n'y a pas plus de performance et pas forcément plus du bien-être dans le travail. Donc, on est en train de prendre la mauvaise voie et on continue. Et par contre, il y a des entreprises, on n'en parle pas, comme les entreprises libérées, qui reviennent sur l'humain et qui ont des performances élevées. Tiens, c'est intéressant. Voilà. Et surtout, pas faire du copier-coller comme Google, c'est de co-créer avec vos équipes et de vraiment développer la collaboration et la communication. C'est tout. C'est simple. C'est tellement simple que justement, ce n'est pas assez compliqué pour certaines personnes. OK, merci. N'oubliez pas, vous êtes des N-1 aujourd'hui. Demain, vous serez des N+1. Donc, vous aurez des collaborateurs qui auront des petites flèches à vous lancer. Cette formation est valable pour vous aujourd'hui comme demain. Donc, voilà, valorisons l'humain. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce talk avec toute mon équipe technique et administrative et tous ceux qui sont en dessous. Donc, prenez soin de vous. Portez-vous bien, n'hésitez pas de nous écrire via nos pages Facebook, LinkedIn ou, bon, bref, passez un coup de fil aussi. Donc, vous avez tous nos coordonnées et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au prochain talk, nous vous communiquerons et nous vous enverrons le replay de ce talk ou bien vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube Régine Pro Consulting. Donc, à très bientôt. Prenez soin de vous et bye bye, ciao. Valorisons l'humain. Ciao. Bonsoir.